Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Je suis avec mon ami Pablo Michelot, rédacteur en chef du magazine L'Encre Noire. Ensemble, nous allons accueillir notre invité du jour, Sydney Brotinowski, PDG fondateur de l'École des agents des joueurs de football. Bonjour Sydney. Bonjour. Merci Bonjour Pablo. Sydney, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes le PDG et le fondateur, en fait, de l'école des agents de joueurs de football, l'EAFJ. C'est le premier établissement entièrement dédié à la formation, à l'accompagnement des agents sportifs. Quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis femmes et pouvoir? Naturellement, je penserais peut-être à ma famille, mais pour que ça parle plus à tout le monde, je penserais peut-être à Rosa Parks. Et que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, je pense que le mot pouvoir prend du sens au fur et à mesure de la vie de l'homme et de la femme. On n'a pas forcément les mêmes repères quand on est un jeune adulte que quand on grandit. Et effectivement, certains vont placer le curseur du pouvoir sur la capacité financière, sur la capacité à faire évoluer les choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à 35 ans, je pense que le pouvoir, en tout cas me concernant, rime avec l'envie de faire évoluer les choses. Alors, plus particulièrement dans l'industrie du football, parce que c'est aujourd'hui le domaine dans lequel j'exerce mon activité. Et c'est vrai que le pouvoir doit rimer avec le fait de faire bouger les choses et de faire évoluer les choses. Alors, vous êtes dans un milieu, dans une industrie qui est quand même assez masculine. Quel est le pourcentage de femmes qui interviennent, par exemple, dans votre école ou parmi les participants ou parmi les... est-ce que vous avez des agentes de footballeurs? Enfin, comment est-ce que ça se passe pour les femmes? C'est vrai que j'ai commencé l'activité de formation il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, et j'avais pas de femmes sur les bancs de l'école, malheureusement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois de plus en plus. On arrive aujourd'hui en 2021 avec une promotion qui compte environ 12 participantes qui ont eux aussi envie d'embrasser la carrière d'agent de joueur. Après, le football, c'est quand même beaucoup structuré autour de la femme ces 5 dernières années, notamment avec l'apparition de textes et de règles obligeant certains clubs à créer des équipes féminines, justement en vue de pouvoir promouvoir la femme et la place de la femme dans le sport, et plus particulièrement dans le football. Donc ça tend à évoluer. Après, parmi mes étudiants, c'est vrai que c'est pas une majorité, mais 12 comparativement à il y a encore une dizaine d'années, c'est un nombre assez important. 12, c'est combien? Combien y a-t-il d'étudiants par Par promotion ou par... moyenne 300 étudiants par an, et cette année, on compte 12 étudiantes parmi cette promo. Très bien. Alors, bonjour Sydney. Bonjour. Alors, comment expliquez-vous l'inégalité dans le traitement des femmes dans le football professionnel? Alors, il y a déjà un point très important, c'est que le football professionnel, comme beaucoup de sports, et hier on a eu la chance d'assister à la finale du Super Bowl, et on a pu, alors c'est vrai que c'est le système américain, donc c'est souvent démesuré, mais le monde du sport professionnel tourne autour, est articulé de leviers financiers qui sont notamment liés aux droits télé, au sponsoring, au ticketing, donc la fréquentation dans les stades. Et c'est vrai que le football féminin tend à évoluer de par la présence médiatique. Je parle pour la France. C'est vrai que le football féminin est retransmis sur des chaînes gratuites majoritairement, et on voit les sponsors liés à l'équipe masculine aussi sponsoriser l'équipe masculine, parce qu'un sponsor aujourd'hui intègre une équipe et il n'y a pas de distinction entre le PSG homme et le PSG féminine, à quelque chose près, hein, en fonction des sponsors qui souhaitent s'y affilier.
Tout réside autour du spectacle. Le sport est un divertissement, ne l'oublions pas. Encore une fois, je prends souvent l'exemple du Super Bowl, d'une parce que je suis fan de ce sport, mais aussi fan de toutes les données qui gravitent autour du football américain et du sport aux États-Unis de manière générale. Donc, à partir du moment où on a un engouement du public, on a la possibilité de rémunérer mieux les joueuses et d'améliorer leurs infrastructures et d'entraînement et de match. OK? À titre personnel ou professionnel, comment se traduit votre engagement pour promouvoir l'ascension des femmes dans les postes de pouvoir au football, bien sûr? Alors, à l'heure actuelle, je suis toujours pas en poste dans une instance aussi bien nationale que fédérale ou internationale, mais c'est vrai que je milite déjà au sein de ma propre entreprise pour avoir, ou en tout cas pour tendre à une parité homme-femme, et parce que je pense que tout simplement le point de vue et la vision des hommes et des femmes sont différents, pas diamétralement, mais je pense qu'elles sont complémentaires. Et donc, c'est bien aussi d'avoir un regard parfois différent ou complémentaire sur mes activités. Au sein des instances, alors je ne sais pas si c'est un effet de mode ou si c'est pour vraiment avoir cette parité, mais c'est vrai qu'il y a quand même, en tout cas je parle pour la Fédération française de football ou pour le hand que je suis un peu, c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail des instances pour permettre aux hommes et aux femmes de travailler ensemble et surtout qu'il y ait cette parité aussi bien sur les salaires que sur les postes à responsabilité. Quel pourrait être votre point de vue sur le principe de quota ou sur l'affirmative action? Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait accélérer un peu cette tendance à privilégier, en tout cas permettre aux femmes de pouvoir accéder dans des espaces qui sont habituellement réservés aux hommes? Je suis jamais, enfin, après c'est mon parcours personnel et ma vision, mais c'est vrai que dès on emploie la notion de quota ou d'obligation, alors je dis pas que que c'est pas bien, mais j'ai peur que ça entraîne l'obligation de faire pour faire et qu'il n'y ait pas une réalité, une vraie réalité au fond du problème est d'engager une femme pour ses compétences et ce qu'elle pourrait apporter à n'importe quelle instance ou structure sportive. À partir du moment où on fixe des quotas, ben on va se dire je vais être obligé de prendre une femme pour prendre une femme et pour rentrer dans les quotas. Or, je ne pense pas que le but de pouvoir avoir une parité homme-femme soit le fait de se dire je prends une femme juste pour qu'elle soit là et qu'elle puisse remplir une feuille dans un tableau Excel, enfin être assimilé à un chiffre dans un nombre. Après, ça peut aussi faire évoluer les choses, mais je suis pas pour les quotas. C'est pareil que pour la diversité raciale, de couleur, etc. Je pense que le problème d'éducation prend tout son sens et on doit éduquer la nouvelle génération. Je pense qu'on a échoué sur la génération actuelle, mais il est encore temps de faire de belles choses avec la génération à venir. C'est de se dire que on doit laisser la chance à tout le monde, peu importe vos origines, peu importe votre sexe, peu importe vos croyances. Ça reste du domaine personnel, en tout cas pour la croyance, et ça ne doit pas entraver la qualité de travail des hommes et des femmes qui ont envie de construire des choses ensemble. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Je pense que si on commence à rentrer les gens dans des cases en disant toi t'es une femme, tu vas remplir le quota, toi t'es un homme, tu vas remplir tel quota, je pense que déjà le débat est un peu biaisé. Vous êtes diplômé de la grande université de Harvard et je sais que, en tout cas, la devise d'Harvard, c'est de faire la différence dans le monde. Je me demandais, parce que vous êtes quand même assez jeune, dans une industrie qui est relativement fermée, est-ce que depuis tout petit, vous saviez que vous allez faire la différence dans le monde et qu'est-ce qui vous a emmené sur ce parcours en fait? Alors, ça serait prétentieux de dire que je veux changer le monde ou laisser euh, mon empreinte, bien que en grandissant et je pense surtout à mes enfants depuis que je suis papa. Euh, c'est vrai que le monde dans lequel on vit et la crise sanitaire qu'on traverse, on remet bien encore le doigt dessus. On a été trop vite ou
très vite pour certaines choses. Je pense notamment au réchauffement climatique, je pense à la technologie, etc., qui tend à remplacer l'homme, même s'il y a de bonnes choses, je pense à l'intelligence artificielle, etc. Aujourd'hui, voilà, j'ai envie de laisser mon empreinte, changer le monde. Je ne sais pas si j'y arriverai. En tout cas, je tends à inculquer ces valeurs à mes enfants et à moi-même déjà. C'est parce que je suis très perfectionniste, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que voilà, j'ai envie que le monde change, j'ai envie que les gens évoluent, d'avoir un autre regard parfois sur des choses qu'on ne connaît pas. On a souvent tendance à détester ou à ne pas apprécier les choses qu'on ne connaît pas, les gens qu'on ne connaît pas, les cultures qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai, vous l'avez souligné, la devise d'Harvard, c'est effectivement de faire la différence. Je pense que dans notre industrie qui est le sport, mes camarades de promotion et moi, avons la possibilité de faire de belles choses et on entame déjà de nombreux changements, aussi bien national que international. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'occupe pas un poste dans une instance. Peut-être qu'un jour, ça sera le cas et je pense que notre génération, on a un devoir envers la génération qui arrive et éviter les erreurs du passé. Très bien, bah, écoutez, je pense que sur ces mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec notre invité Sydney Brutinowski, où nous parlions de la capacité, en tout cas, l'audace de vouloir changer le monde ou d'apporter sa petite pierre pour changer le monde, si ce n'est pas notre génération, mais espérons que ce soit pour la future génération en tout cas. C'est ce que nous espérons tous. Sydney, quelle est la réflexion ou le propos le plus sexiste ou le plus raciste que vous ayez entendu? J'en entends tellement, vous savez, malheureusement. Oui, Euh, malheureusement. euh, je- Ce qui me dérange toujours, c'est de croire ou de penser que parce qu'on a une certaine couleur de peau ou de certaines origines, on est capable de faire certaines choses. On a des capacités parfois peut-être plus développées que d'autres, enfin des choses complètement aberrantes. Ça m'est arrivé d'entendre ah, lui il court vite, c'est normal, il est noir, quoi. Donc la problématique, c'est que je leur en veux même pas à ces gens-là, parce que c'est de l'ignorance. Et on m'a toujours appris que le meilleur moyen de prouver à ces gens qu'ils ont tort, c'est de justement performer et d'être au-dessus de tout ça. Parce que c'est parfois, enfin, le racisme, comme je le disais en prémisse de notre échange, je pense fondamentalement que on n'est pas raciste. Le racisme vient avec l'éducation, vient avec ce qu'on va pouvoir lire, ce qu'on va pouvoir regarder à la télé. Le racisme vient par peur des autres, peur de connaître, peur d'échanger avec une autre culture, avec une autre civilisation, avec voilà, c'est par le manque d'ouverture que naît le racisme. Et donc, effectivement, quand il y a des remarques déplacées ou qui n'ont pas lieu d'être, le sport, malheureusement, est souvent assujetti à des remarques déplacées, notamment sur le racisme. Et après, ça dépend aussi des pays, mais c'est parce que c'est ancré dans les. Alors, ça n'excuse pas tout, mais c'est ancré dans les mœurs. Je pense notamment à l'Italie. Alors, je ne dis pas que tous les Italiens sont racistes. Je dis juste que certains Italiens ont l'insulte raciale facile. Et C'est donc, ça. voilà, je prends autant de temps qu'il faut pour expliquer aux personnes qui ont parfois des mauvaises pensées, voilà, de leur dire, bah, viens, essaye, rencontre, écoute. Enfin, quelqu'un de couleur noire particulièrement, c'est pas forcément un rappeur, c'est pas forcément un sprinter, c'est pas forcément un joueur de foot. Et il a d'autres capacités, il a d'autres choses à prouver, d'autres choses à montrer, d'autres choses à expliquer. Et la couleur de peau, encore une fois, tout comme la religion, parce que je mets aussi ça dans le même sac. C'est vrai que
ça veut rien dire, quoi. C'est une appartenance et puis ça, c'est personnel, quoi. Donc ça a pas lieu d'être ni sur un terrain de foot que je condamne fermement. D'ailleurs, on a eu des déboires avec un arbitre lors d'un match de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est déplorable, c'est déplorable parce que ça renvoie une mauvaise image du sport, ça renvoie une mauvaise image du corps arbitral et ça dessert tout le monde. Et je pense que dans un monde où on tend à diviser, il serait bien de se rappeler qu'on a le même sang qui coule dans les veines et qu'on ferait mieux de se rassembler plutôt que de se diviser. Absolument. Alors, le mois de février, c'est le mois d'histoire des Noirs. Alors, sachant que les Afro-descendants apportaient beaucoup à ce sport, au foot, au soccer au Canada, est-ce que vous soulignez l'apport des Noirs au football? Il est considérable. Alors, je l'explique, j'ai mon explication et mon interprétation des choses et par rapport à ça, c'est vrai que en France, plus particulièrement en région parisienne, avec la vague migratoire qui a eu lieu il y a quelques années, c'est vrai qu'on a essayé, en tout cas, c'est même pas essayé, on a mis ensemble toutes les communautés qui étaient en train d'immigrer du Mali, du Sénégal, du Bénin, de mon père est originaire, dans des cités. Et donc, ces gens-là se retrouvaient entre eux, avaient les mêmes coutumes, le même dialecte parfois, les mêmes façons de s'habiller, de manger, etc. Et donc, on a créé des ghettos. On a créé des ghettos et le football étant le sport entre guillemets le plus facile à pratiquer parce que même si vous n'avez pas la dernière paire de crampons, vous avez un ballon et vous pouvez jouer avec un grand nombre de potes en bas de la cité. Le football s'est imposé comme le sport le plus accessible et le plus pratique pour jouer en toutes circonstances. Et donc, de fil en aiguille, il y a des talents qui ont émergé de ça. On a beaucoup de joueurs d'origine africaine qui évoluent en Ligue 1, qui sont des top players. Et c'est aussi valable pour un joueur comme Neymar qui a grandi dans des favelas et qui avait que la possibilité de jouer au foot et qui aujourd'hui est devenu l'un des joueurs de football le meilleur sur le terrain et les mieux payés. Donc je pense que l'arrivée des Noirs dans le football est due à ce ghetto dans lequel ils ont été élevés, qui leur a permis de s'épanouir à travers le foot. Et puis, c'est souvent une porte de sortie, puisque on n'a pas forcément le soutien scolaire à la maison, on n'a pas forcément la personne pour faire les devoirs, les conditions de logement sont pas top et pas agréables et pas favorables, surtout à l'apprentissage. Et donc, le sport et le foot plus particulièrement reste le sport où on peut s'évader. Et donc, après, voilà, il y en a qui arrivent à en faire carrière et c'est beau. On a des joueurs, pour citer que Didier Drogba ou d'autres. C'est vrai que c'est l'élément déclencheur, en fait. C'est de se dire, voilà, j'ai que le sport et le foot pour m'en sortir, il faut que je m'en sorte. On arrive presque à la fin, Sydney, c'est passé trop vite. J'ai encore plein de questions à vous poser, j'imagine que Pablo aussi, mais je voudrais moi en garder 2 ou 3 rapidement. Si un petit garçon, par exemple, regarde cette entrevue et vous dit « Quand je serai grand, je voudrais être Sydney Brutinovsky », qu'est-ce que vous lui diriez? Arme-toi de patience, ne sois pas pressé. La vie est belle, les gens sont bons euh, et n'aie pas peur des autres. N'aie pas peur parce que je suis là où je suis grâce à la persévérance et grâce à de belles rencontres aussi. Donc ouvre-toi aux autres et prends le temps. Très bien. Pablo, est-ce que tu aurais une dernière question à poser à Sydney avant que je puisse conclure? Oui, j'aimerais bien savoir quel est votre coup de gueule et votre coup de cœur. Mon coup de gueule est aussi un coup de cœur quand je pense à Kaepernick, le célèbre joueur de football américain qui a mis un genou à terre lors de la célébration de l'hymne national américain. Mon coup de gueule parce que ça lui a valu de mettre fin à sa carrière.
pour un acte qui, quelques temps après, on a retrouvé des millions de personnes dans la rue se mobilisant pour entre guillemets, la même révolte, le même sentiment de ras-le-bol et mon coup de cœur pour le même joueur, parce que mon coup de cœur pour le même joueur et pour l'équipementier Nike, qui a réussi aussi à faire un tour de force et à se positionner favorablement envers ce joueur qui a été lâché de toutes les instances et de ses coéquipiers, et, pas de tous, mais de certains, et justement qui ont réussi à le garder en haut de l'affiche, et aujourd'hui ça reste l'égérie Nike la plus engageante une des plus engageantes sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, Sydney, vous êtes un homme de pouvoir. Est-ce que vous pouvez résumer en un mot votre super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est de ne rien lâcher. De ne rien lâcher. J'ai une force de conviction et de persévérance qui fait de moi, je ne veux pas dire un super-héros, mais je ne sais pas comment est l'administration dans votre pays, mais en tout cas chez nous, il faut s'armer de patience. Et je ne sais pas si vous avez l'image des 12 travaux d'Astérix, où vous voyez Astérix et Obélix qui marchent parce qu'à chaque fois, il leur manque un formulaire. Euh, c'est exactement ça en France, pour tout d'ailleurs. Et je pense que j'ai appris vraiment de mes échanges avec l'administration française, parce que je suis aujourd'hui ouais, persévérant dans tout. Même si je pense que c'est ma nature, mais l'administration française m'y a aidé. C'est une bonne école, en tout cas. Ça, je peux vous dire que c'est pas tout le monde qui s'en remet. Hein. Très bien. Bah, écoutez, si c'est bon, je pense qu'on arrive vraiment à la fin et je veux vraiment vous remercier tous les deux. C'est un grand plaisir. Je pense que moi, je suis française aussi, donc j'espère vraiment, Sydney, que quand je serai à Paris, j'aurai le plaisir d'échanger plus longuement avec vous sur tous ces sujets. Bienvenue. Merci à vous deux pour l'invitation. Merci beaucoup et au plaisir. Au plaisir. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux et bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.